On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. On est super contente de vous retrouver pour un épisode où je suis particulièrement contente de vous retrouver pour cet épisode parce qu'on va parler d'un de mes personnages préférés aujourd'hui. T'es aussi enthousiaste que moi, Lucie? Je suis enthousiaste, c'est déjà bien. Bonjour à tous. Ok. Bon, voilà, l'enthousiasme mitigé visiblement du côté de Lucie. Mais on va plonger les deux pieds dans notre épisode parce que aujourd'hui on va parler de nul autre que qu'un personnage qui finalement a pas mal de facettes, un personnage qui est peut-être un des plus mystérieux de la saga, un personnage qui a beaucoup de surnoms. On l'appelle Severus, on l'appelle le professeur Rogue, le professeur des potions, le prince de sang mêlé, Sève, la vieille chauve-souris graisseuse des cachots. Voilà, il y a un certain nombre de surnoms qui sont utilisés pour désigner le professeur Rogue, qui va donc être notre sujet principal pour cet épisode. Et qui est effectivement un personnage très controversé parmi les fans. Ouais, alors on a plusieurs équipes de fans. Il y a des équipes de fans qui adorent Rogue, des équipes qui le détestent. Tu fais partie de quelle équipe, toi, Lucie? Moi, je suis plutôt neutre. C'est-à-dire, je comprends les deux côtés, mais c'est pour ça que je suis moins enthousiaste que toi, dans le sens où c'est pas mon personnage préféré non plus, quoi. Hmm. Bon, et ben moi, vous l'aurez compris, j'adore Rogue. Donc, je vais me régaler sur cet épisode. Je l'adore en particulier pour la complexité du personnage et pour tout ce que ça apporte en termes de réflexion par rapport à lui, quoi. Hmm. Commençons par un petit point étymologie que je vous propose. Donc, Severus Rogue, en anglais Severus Snape. Severus, du coup, son prénom, ça vient du latin Severus, qui veut dire sévère, rude, et qui lui correspond plutôt bien, il faut avouer. Si on commence par son nom anglais, donc Snape, pareil, ça a une connotation de rigueur, de sévérité, qui va venir souligner un peu le caractère du personnage. On peut rapprocher Snape de plusieurs choses différentes. Déjà, il y a le verbe to sever, qui veut dire couper, rompre. C'est apparemment une allusion possible à la dynastie des Sévères et aux 5 empereurs qui ont régné sur l'Empire romain au XIIe et XIIIe siècle. D'après J.K. Rowling, elle dit qu'elle a surtout été influencée par le nom de la rue qu'elle empruntait régulièrement pour se rendre au travail, la Severus Road, Hmm. London SW11, voilà, pour la petit détail. Ensuite, on a d'autres définitions de Snape. Le site de Wizarding World, il va donner une étymologie qui est scandinave. Snape, ce serait un verbe qui vient du vieux norrois, qui est l'ancêtre du suédois. Sneipa, qui signifierait déshonorer, disgracier, scandaliser. C'est une origine qui influence pas trop les lecteurs anglophones. Ensuite, on a également le verbe to snipe, qui veut dire critiquer ou attaquer quelqu'un de façon sournoise. Snape, c'est aussi le verbe to snap, avec un E à la fin. Et snap, c'est un mot qui est très courant en anglais et qui peut imiter le bruit de quelque chose qui se casse de façon nette, genre un crack, genre d'un arbre ou quoi. Mm. Ou alors c'est parler d'un ton sec ou brusque. Enfin, Snape, ça ressemble beaucoup en prononciation au mot snake, donc le serpent. Et donc, beaucoup de personnes ont pu associer, avant de voir les films, pardon, le professeur Rogue à un serpent. Et d'autant plus que c'est l'emblème de sa maison. C'est un pur serpentard, quoi.
Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je sais pas si tu connais, toi, Alice, qui collectionne les Harry Potter 1 en différentes langues. Est-ce que tu connais la traduction pour la version italienne Non. de Professeur Rogue? Il s'appelle Severus Piton. Ah, c'est mignon. Donc, comme Python, et donc eux, ils ont choisi de. Le traducteur a choisi de conserver la référence au serpent. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me demander. Est-ce que python, ça veut dire serpent en italien? Oui, Ouais, ça veut dire python, ouais. C'est la même ouais, chose. c'est Ok. ça. Mais c'est Piton. Ok. Ah, ça Et va. par contre, en français, le traducteur Jean-François Ménard, lui, il a pas pu garder, pas pu ou pas voulu garder l'étymologie et le lien avec le serpent. Par contre, le mot rogue, c'est un mot qui est pas très courant de nos jours, mais qui signifie méprisant, froid, rude. Et c'est du coup plutôt concomitant, effectivement, avec ce professeur qu'on connaît. C'est un rapport avec le mot gredin, scélérat, coquin, tout ça. En fait, c'est directement une description de son personnage, quoi. C'est ça. Concrètement, quand on connaît un peu l'étymologie, Et comme beaucoup dans Harry Potter, de toute manière, hein, Rémi Lupin, c'est ce que j'allais dire. il n'était pas prédestiné à être loup-garou, celui-là. Je sais pas quoi faire là. C'est clair. Ok, merci Lucie pour toute cette parenthèse étymologie. Voilà, c'est donc pour ça que Rogue est une personne sournoise, arrogante. Donc c'est un peu le début de l'introduction de ce podcast. Est-ce que tu le trouves arrogant vraiment? Je dirais pas que c'est forcément de l'arrogance. Si, je pense qu'il est arrogant dans le sens où il est calme mais arrogant. Je comprends pas trop ce que tu veux dire. Je pense que, pour moi en tout cas, l'arrogance, c'est quelqu'un qui va être, euh, qui va un peu pousser et qui va être quelqu'un souvent qui ouvre sa gueule, etc. Alors que lui, il va être arrogant, mais dans son côté calme, froid, distant. Moi, j'aurais pas dit arrogance, mais j'ai pas le terme là pour l'instant. Bon, de toute manière, on va en reparler dans l'épisode, je pense. Euh, Bah, justement, en fait, cette attitude, pour moi, elle vient vraiment. Ça me fait, me donne l'occasion de partir sur quelque chose que j'avais envie de partager. C'est que pour moi, l'attitude qu'il a, en tout cas, elle est vraiment. Elle prend racine dans son enfance. De quoi tu te souviens? Qu'est-ce que tu sais, Lucie, sur l'enfance de Rogue, toi? Alors je sais qu'il a un père qui est moldu Mhm. et une mère qui est sorcière. Donc c'est pour ça que c'est un sang mêlé, comme Voldemort, mais tu m'as dit qu'on en parlera plus tard, leur ressemblance ou quoi, son lien. Ouais. Je sais qu'il a grandi dans une petite ville industrielle à l'impasse du Tisseur, qu'il était assez seul et que son père était assez violent, que c'était un homme méprisant et que ses parents se disputaient beaucoup, qu'il est fils unique et que donc il était assez négligé, assez seul. Et même plus que juste des disputes, effectivement, son père était vraiment violent, hein. C'est décrit dans les souvenirs notamment de la Pancine, dans le cinquième tome de Harry Potter, quand Harry a accès aux souvenirs de Rogue, et on se rend compte que, ouais, enfin, c'était vraiment de la... Ah non, Harry Potter... Ah oui, Harry Potter 7 aussi, mais... Ah oui, oui, tout à fait, t'as raison. Ouais. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Enfin, d'un enfant battu, quoi, vraiment. Donc, quelque chose une enfance qui était vraiment pas facile. Et ça venait vraiment de son père, même dans les souvenirs avec Lily. Il y a Lily qui lui demande comment ça se passe chez toi, etc. plusieurs fois. Et à chaque fois, le retour, c'est que c'est compliqué entre ses parents et que surtout, bah, son père est vraiment odieux avec sa mère et lui, quoi. Donc, je pense que son père, il devait détester la sorcellerie, peut-être, tout simplement. Ouais, c'est possible, mais je sais pas si on a une origine de comment les deux parents se sont rencontrés et comment ils sont tombés amoureux, etc. Ça, à ma connaissance, on n'a pas. Après, la mère de Rogue, elle s'appelle Eileen Prince. Ouais. C'est de là que justement, lui, il va te donner son surnom du prince de sang-mêlé. Mm. Et moi, surtout, ce que je vois, c'est que finalement, il a eu comme un...
un déni de qui il était quand il était enfant, parce que il a été, en fait, d'une certaine manière, il a été conditionné à détester les Moldus quand il était enfant, parce que il a détesté son père. Euh, et donc dans sa tête, c'était son père qui était Moldu, donc différent de sa mère et lui. Donc du coup, il le détestait. Et on voit aussi qu'il déteste Pétunia, la sœur de Lily. On voit dans les souvenirs, pareil, qu'elle se moquait de sa pauvreté, qu'elle était désagréable avec lui. Et, euh, et d'ailleurs, ça fait partie. En fait, on reproche à Rogue d'être violent, mais finalement, il n'est pas si violent que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actes de violence qui sont marqués dans, dans tout ce personnage. Il est pas violent physiquement, mais il est violent moralement. Ah, ça, c'est clair. Mais physiquement, non, il est pas violent et ça vient effectivement sans doute de son histoire et du fait qu'il veut pas reproduire ça parce que lui, il en a souffert et qu'il a vu sa mère souffrir. Mais physiquement, c'est clair que non. Euh, et par contre, enfin, peut-être les marques qui lui restent physiquement, c'est son côté froid, son côté rude. Bah, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est que il a comme mis un masque à partir du moment où il a été blessé dans qui il était, à travers Pétunia qui se moquait de lui, de sa pauvreté, à travers du fait qu'il était sorcier, son père qui a été violent avec lui. Et pour moi, c'est à ce moment-là que le racisme anti-Moldu, pour lui en tout cas, prend sa source, pour Rogue. Mais après, moi, je le vois comme un masque, ce côté hautain, méprisant, froid, comme si, tu vois, c'était vraiment une âme tourmentée qui a été blessée dans son orgueil, traumatisée, et du coup qui a été obligée de mettre un masque pour se protéger, pour pas laisser paraître les choses. Je vois ce que tu dis. Après, on en reviendra tout à l'heure, je pense, mais je suis pas sûre, enfin, je suis pas aussi convaincue que toi sur le fait qu'il soit raciste envers les Némoldus. Eh ben, peut-être pouvons-nous en parler maintenant, si ça te va. Et je t'en prie. Parce qu'il y a quand même, donc, de ce qu'on connaît un peu de l'histoire de Rogue, il a grandi donc dans son enfance, comme tu le disais, dans une petite ville avec principalement des Moldus. Il est devenu ami avec Lily Evans, avant qu'elle soit Lily Potter, quand elle était jeune. Et ils se connaissaient avant Poudlard. Et Ouais. tu vois, pour le coup, par exemple, quand elle lui demande est-ce que ça fait une différence que que je vienne d'une famille de Moldus, il a un temps d'hésitation avant de dire non, ça fait pas de différence. Et pour moi, juste le fait qu'il ait une hésitation, c'est que déjà dès ce moment-là, euh, ça lui pose problème, en fait. Mais qu'il le dit pas parce que c'est son ami, parce que c'est Lily. Mais pour moi, dès le moment où il a une hésitation avant de répondre que ça fait pas de différence, c'est que pour lui, ça faisait une différence. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincue. Après, de ce qu'on sait, donc il est arrivé à Poudlard. Dans le Poudlard Express, lui et Lily se sont retrouvés dans le même compartiment que les maraudeurs, qui ont été odieux assez rapidement avec Rogue, juste parce qu'ils se voyaient à Serpentard, et que ça a créé quelque chose directement de clivant entre eux. Alors, est-ce que c'était juste ça, ou est-ce que c'était autre chose? Par contre, l'origine, je sais pas trop, mais du coup, il y a eu comme un mécanisme de harcèlement qui s'est mis en place dès ce moment-là, des maraudeurs envers Rogue. Juste peut-être on peut le rappeler au cas où, mais les maraudeurs, donc ce sont James Potter, Rémus Lupin, on a Peter Pettigrew et on a Sirius Black. Sirius Black. Merci, je vais chercher son nom. Pas très réveillé aujourd'hui, je crois. Non, je suis pas très réveillée. Enfin, en tout cas, il y a quand même un truc où, euh, pendant ses années à Poudlard, il a été vraiment harcelé pour le coup par les maraudeurs qui ont été très durs avec lui. Euh, et pour le coup, il a jamais répliqué violemment. Alors, il y a eu des moments où ça a été de la légitime défense, mais dans ce qu'on connaît, il n'y a pas eu de violence non plus de sa part. Il l'attaquait parce qu'il était attiré par la magie noire. Moi, je pense que c'est surtout une question d'environnement et qu'il a été très entouré par des serpentards adeptes de magie noire et qui s'est laissé embarquer là-dedans. Mais que s'il avait réussi justement à garder plus le lien avec Lily, peut-être que ça aurait changé des choses. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, il est ami depuis toujours et amoureux donc du nez moldu, et que les quatre personnes qu'il déteste le plus, ce sont des sangs purs, ou presque. Ouais, presque.
Enfin, je veux dire, il y a très peu de familles qui sont de vrais sang pur, mis à part les Weasley, les Black, les Malfoy. Après, il y a forcément des origines moldues, mais lointaines. Ah oui, en tout cas, c'est clair que les maraudeurs, ils les détestent et qu'ils sont a priori, de ce qu'on sait, je crois qu'ils sont sans pur. En tout cas, James Potter, James Potter et Sirius Black sont sans pur sûr. Après, Pettigrew et Lupin, je sais pas si on a l'info. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'étonne, c'est que pour moi, en fait, ça, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas fondé. Pour moi, Rogue, par exemple, quand il va venir à insulter Lily de sang de bourbe, donc l'insulte la plus violente qui existe dans le monde magique. Alors, attends, juste pour qu'on continue justement, juste en termes de chronologie, tu peux nous expliquer de quel événement tu parles, à quel moment ça se situe? Ouais, Parce alors, que j'aurais pas suivi. pardon. Je sais plus exactement en quelle année ça se produit, je crois qu'ils sont en cinquième année. Ouais, c'est en cinquième année, juste après les buses. C'est ça. Peut-être que tu peux nous l'expliquer, tu nous l'expliqueras mieux, mais je sais que les maraudeurs se sont amusés à embêter Sirius encore. Pardon, à embêter Rogue. Je vais y arriver. Euh, et que Lily était dans le coin et que elle a pris la défense de Rogue, mais Rogue ne voulait pas être défendu. Pour lui, c'était un peu la caractéristique de l'homme dans le sens où je veux me débrouiller tout seul, j'ai besoin de personne, et encore moins d'une femme pour m'aider. Et, euh, et donc du coup, il l'a insulté de son de bourbe, et forcément, ben, ça ne lui a pas plu. Surtout que c'est le moment finalement qui a un bascule. Et d'ailleurs, c'est présenté comme le pire souvenir de Rogue. Et pas pour l'humiliation que lui ont fait subir les maraudeurs, mais parce que c'est le moment qui a fait que ça a brisé le lien qu'il avait avec Lily. Et qui a fait que derrière, Lily s'est éloignée de lui et a refusé, enfin, a dit qu'elle voulait plus être amie avec lui finalement. Pour moi, l'insulte qu'il a sorti à ce moment-là, c'est juste qu'en fait, il était déboussolé, il savait pas comment réagir, il était un peu perdu parce que bah, il y avait ces quatre ennemis, entre guillemets, qui l'embêtaient encore, et qu'il voulait prouver, je pense qu'il avait des choses à prouver, et qu'il voulait prouver qu'il était capable de se défendre seul, que en fait, c'est un peu comme n'importe qui va critiquer, qui va faire des remarques sur le physique de quelqu'un. C'est juste, en fait, tu es à court d'arguments, et tu dis la première chose basse qui te passe par la tête, et là, la seule chose qui pouvait la blesser, c'était cette insulte. Oui, Je pense. je suis d'accord avec toi sur ça, sur le fait que ça part d'un espace de blessure. Par contre, je suis pas sûre qu'il se soit vraiment senti déboussolé. Moi, je pense que c'est vraiment de l'ordre de je suis blessée, donc je contre-attaque et bim, j'envoie un truc un peu dur, un peu partout, parce que c'est comme ça que la plupart des personnes qui sont blessées réagissent finalement. Pour moi, c'est plus ça. Oui, mais parce qu'il n'a pas eu la force ou la force d'esprit ou je ne sais quoi de réagir aux maraudeurs. Et Mhm. donc, du coup, il s'en est pris à la personne qui était seule. Pour moi, c'est pas une haine envers l'aîné Moldu, puisque, comme tu le dis toi-même, c'est son pire souvenir. Ouais, mais pour moi, il y a eu une bascule après. Enfin, moi, je pense que s'il y a vraiment une influence, de toute manière, de son environnement. Que l'environnement des mange-morts avec qui il traînait et tout, ça a forcément déteint. Mais moi, je considère que. Alors, c'est des théories, hein, parce qu'on n'a pas. Mais pour moi, dans mon canon, dans ma tête, dans mon headcanon, euh, Rogue déteste les Moldus depuis son enfance. Et moi, pour le coup, on va en reparler après, mais moi, je relie vraiment ça à Voldemort aussi, dans ce point commun qu'ils ont de dire ils ont vécu une enfance qui a été très désagréable, entourée de Moldus, et du coup, ils en sont venus à détester les Moldus. Ce qui n'est pas le cas de Harry, d'ailleurs. Bref, du coup, on va peut-être revenir justement sur cette histoire de harcèlement. Mais donc, pour moi, ce que je trouve intéressant dans le schéma, c'est qu'il s'est fait harceler quand il était ado par les maraudeurs. Et que finalement, et ça je trouve ça dégueulasse, hein, on va être très clair, mais que quand il devient adulte, ben, il se retrouve dans une situation où lui, il va harceler certains élèves. Enfin, je pense à Neville, je pense à Harry, je pense à Hermione, je pense au Gryffondor d'un point de vue général. Et pour moi, je vois vraiment comme un grand ado qui n'a pas réussi à guérir ses blessures et à passer outre certaines choses, et du coup qui part, enfin qui est resté figé dans des blessures, dans des résistances, dans le passé. Et, euh, et finalement, il vient harceler des élèves d'une manière qui est complètement
inapproprié et qui aurait dû être transféré au ministère de l'Éducation sorcière, parce que vraiment, c'est pas normal qu'un prof fasse des choses comme ça. Mais pour moi, c'est comme... Enfin, c'est pas du karma, mais il refait ce qu'il a vécu finalement. Il Ouais. reproduit un schéma. Et peut-être que juste par rapport à ça, pour faire le lien, effectivement, pour faire une petite description physique du personnage, quand il était enfant, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc il était négligé par ses parents. Et donc du coup, on a des informations sur sa description, comme quoi il était chétif, il avait les cheveux mal coupés, il portait des vêtements débraillés, il était maigre, noueux, avec un nez crochu, un teint blafard. Et quand il était adolescent, c'était la même chose. Et ensuite, quand il est devenu adulte, il était toujours mince. Il est dit qu'il a un teint cireux, les dents jaunâtres, les cheveux noirs et gras qui tombent sur son visage comme dans un rideau. Ouais. Qu'il a toujours sa longue cape et son manteau noir qui lui donne l'apparence d'une chauve-souris. Que sa voix est généralement douce, plus élevée qu'un murmure. Mm. On sait aussi qu'il a la marque des ténèbres sur son avant-bras gauche, qui n'est pas toujours visible, mais ça on en parlera, je pense, plus tard. Mais effectivement, pour faire le lien entre ce que tu dis, c'est qu'en fait, il a pas tant changé que ça depuis qu'il est enfant, même dans son apparence, et il est resté négligé, on peut dire, que ce soit physiquement, avec ses cheveux, avec son apparence. Ouais, et d'ailleurs, c'est vrai que, tu vois, en t'entendant parler, je me dis, j'avais pas prévu d'en parler, mais Alan Rickman, en tant qu'acteur, pour jouer Rogue, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais lu les livres et qui ont vu les films et qui adorent Rogue. Euh, c'est clair que le portrait qui est fait du professeur Rogue dans les livres et bah, le portrait que nous renvoie Alan Rickman sont quand même très en décalage, hein. Alan Rickman, il est un peu plus séduisant que le portrait de cheveux graisseux et teint blafard et compagnie qui est fait. Même, moi, j'adore son interprétation, par contre. Je le trouve génial en professeur Rogue. Et aujourd'hui, j'imaginerais pas quelqu'un d'autre euh, jouer cet acteur. Je pense que ça va être très, très compliqué si cette série voit le jour de C'est ce voir que le j'allais professeur dire, Rogue être attendre de remplacé ouais, par Alan Rickman. Mais voilà, du coup, je trouve qu'il y a quand même un vrai décalage entre la description des livres et cet acteur qui est extraordinaire, mais c'est pas le même Rogue quand même. Je pense que la plus grosse différence, c'est la différence d'âge. Parce que Ouais. normalement, Rogue est censé être plus jeune. Ouais. Or, ils ont choisi un acteur qui est plus âgé. Il est censé avoir quoi, 30 ans à peu près? Oui, c'est ça, parce que du coup, si je dis pas de bêtises, les parents d'Harry, ils sont morts quand ils avaient une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Et du coup, ben, Harry, il a 11 ans quand il arrive à Poudlard, donc ça veut dire que logiquement, Rogue devrait avoir quelque chose entre 30 et 32 ans, quoi. Dans Mm. Clairement, c'est pas l'âge d'Alan Rickman quand il joue dans Harry Potter et l'école des sorciers, mais ouais. Pour toi, pourquoi est-ce qu'il déteste autant Harry? Tout simplement parce que, mis à part ses yeux qui lui font penser à Lily, il ressemble physiquement énormément à son père, à James Potter. Euh, et que bah, c'est un garçon aussi. Et il suit le modèle de son père, il est à Gryffondor, il est courageux, Il a un peu de répondant. voilà, plus dans Et les dans les films. ouais, pour moi, c'est surtout qu'il fait une projection vraiment de ce qu'il a connu avec James et il projette ça. Après, je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas un truc de il déteste Harry parce que c'est le fils de James et Lily et pas juste. Enfin, je sais pas si ça avait été le fils de James avec quelqu'un d'autre. Évidemment, je pense qu'il aurait pas kiffé cet enfant, mais là, c'est le fils de James avec Lily, quoi. Donc, à mon avis, ça. Tu vois, je sais pas entre le fait que ce soit le portrait craché de James et que ce soit le fils de James ou bien que ce soit le fils de Lily et James, tu vois. Je sais pas quel est le truc qui est le plus présent, à mon avis, les deux sans doute. Effectivement, je crois que c'est récemment dans une des volières de Fréquence 9 3 quarts, un autre podcast Harry Potter qu'on apprécie beaucoup toutes les deux, qu'ils ont parlé effectivement de Rogue et Harry, il me semble.
et qu'il disait justement que bah, pour eux, Rogue déteste Harry parce que c'est le fils de James, mais qu'en même temps, il le protège parce que c'est le fils de Lily. Mm. La contradiction de ce personnage qui est quand même bien tourmenté, hein. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est là aussi on voit son ambivalence et la complexité du personnage qui peut, pour une même personne, éprouver à la fois un rejet total et un sentiment un peu paternel vu qu'il le protège aussi, quoi. Ouais, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de méchanceté, de personnes qu'il aime pas, parce qu'il a ce côté austère. Bah, finalement, il y a beaucoup de ressentiment et d'amertume dans ce personnage, hein. Euh, mais quand tu y penses, finalement, il déteste tous les Gryffondors déjà. Donc comme ça, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu es dans cette maison, il déteste. Mais il y a quand même un focus particulier sur le trio Ouais, et sur Neville. ouais. Euh, Est-ce que tu as des choses à nous partager par rapport à ça, toi, ou pas? Oui. Bah, par rapport à Neville, c'est en lien avec la prophétie, sans doute. Est-ce que tu veux nous parler de la prophétie, Alice? Ben, c'est clair que ça fait partie des questions. Dans la prophétie, du coup, donc Rogue est la personne qui a entendu la prophétie, quand même. Il a vraiment un gros, gros rôle, hein, dans la saga. Au début, on dirait que c'est un personnage secondaire, et puis en fait, systématiquement, c'est celui qui est si stigmatisé comme le méchant. Ah bah non, finalement, c'est pas lui. Hmm. Et puis finalement, ça devient presque le personnage clé pour que le dénouement puisse arriver à sa fin. Donc il a quand même un gros, gros rôle, et notamment, bah, c'est à cause de lui que tout a commencé, puisque c'est lui qui a entendu une partie de la prophétie qu'il est allé raconter à Voldemort. Et du coup, il n'a pas entendu tout. Donc, Voldemort n'a eu qu'une partie de la prophétie. Et a... Oui, Prophétie, juste pour rappeler, qui a été faite par Sibylle Trelawney à Albus Dumbledore, ouais, ouais, tout à fait. Et, avant la naissance de Harry. mhm. Et donc, dans la prophétie, il disait que celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres euh, naîtra quand se termine le septième mois, donc le mois de juillet. Et il y a deux personnes à qui ça aurait pu correspondre. Harry, qui est né le 31 juillet, et Neville, qui est né le 30 juillet. Et du coup, Voldemort a considéré que c'était Harry qui était concerné la prophétie. Donc un sang mêlé comme lui et pas un sang pur comme Neville. Et du coup, moi, le truc que je me suis toujours dit, effectivement, on n'a jamais eu la confirmation, hein, mais pour moi, c'est quand même ça fait partie, pour le coup, pareil, de mon headcanon, de ce que je m'imagine dans ma tête, mais c'est qu'il imagine, enfin, qu'il déteste Neville parce que bah, ça aurait pu être Neville qui meurt et pas James et Lily. Si Voldemort était parti en se disant c'est Neville, Long du bas, qui est le héros de la prophétie, je vais aller le tuer, bah, peut-être que les parents de Neville seraient morts, peut-être que Neville serait mort. Mais par contre, James et Lily seraient en vie, et donc Lily serait en vie, quoi. Ouais, Donc finalement, c'est un peu comme s'il faisait payer à Neville le fait qu'il soit en vie. C'est un peu dégueu. tout à fait. Et par rapport au trio, j'ai vu revenir une théorie plusieurs fois de pourquoi il les déteste autant. Est-ce que tu sais ou pas? Mis à part que c'est Harry, le fils de James et Lily, et nanana. Bah, c'est ça, c'est que déjà, il y a le fait que c'est Harry, et je pense qu'il doit y avoir le fait que ça lui fait penser aux maraudeurs, que c'est un groupe, même si là, ils sont que trois et que les maraudeurs étaient quatre. Ça reste un groupe qui est soudé, qui fait tout le temps les 400 coups ensemble. Et puis, je pense que, après, je sais pas, elles se ressemblent pas du tout, Hermione et Lily, mais il y a aussi le fait que Hermione est à Gryffondor et que c'est une des meilleures amies de Harry. Bah, pour moi, ça, du coup, c'est là que je voulais en venir, c'est que euh, dans le trio, il y a un élément de Lily qui se retrouve chez chacun d'entre eux. C'est-à-dire que Harry, il a les yeux de Lily, Ron, il est roux comme Lily, et Hermione, c'est une émoldue qui est brillantissime à l'école comme Lily. Et finalement, c'est un peu comme si le trio, tout combiné, c'était un rappel constant de Lily devant lui, quoi. Moi, je l'ai toujours vu comme ça, qui se retrouve finalement face à trois personnes qui ont éclaté les caractéristiques de Lily en trois. J'avais jamais pensé par rapport à Ron, le fait qu'il est hétéro et que du coup c'était un lien avec Lily. Moi, effectivement, c'était plus ce que je viens de dire, c'est par rapport aux maraudeurs et le fait que c'est
c'est un groupe et que bah, ils cherchent un peu. Bah, parce que le cacher, des fois, ils cherchent un peu la merde, ils vont s'attirer des problèmes, ils aiment pas Drago, alors que les maraudeurs n'aimaient pas Rogue. Enfin, Ouais, non, effectivement, pour conclure un peu par rapport à cette thématique du harcèlement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un qui ne va pas faire du harcèlement physique, enfin, il va pas être violent, mais c'est un vrai harceleur moral. Il va, il va faire des blagues sur Hermione, sur Ron, enfin, c'est pas quelque chose que tu fais quand t'es prof ou même quand t'es adulte de façon générale. ouais. C'est pas une façon de se comporter. Et puis, après, c'est pas vraiment du harcèlement physique, enfin, c'est pas être violent, mais j'ai l'image qui m'est revenue dans les films, dans Harry Potter 4, au moment où ils sont dans la grande salle, un peu en moment d'étude. La scène est assez rigolote quand Fred et George envoient un message à Ron en lui disant ouais, avec qui tu vas au bal, etc. Que du coup, ils sont un peu déconcentrés, que Ron demande à Hermione, etc. à chaque fois. Donc, c'est Rogue qui surveille ça, qui leur dit de se taire 2, 3 fois. Et à la fin, il va leur plaquer un peu la tête dans leur livre parce qu'il en a marre. C'est le seul moment où il est un petit peu violent, entre guillemets, physiquement. Il va s'approcher d'eux, mais sinon, il touche pas à ses élèves, quoi. Ouais, 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 non, non, c'est vraiment du harcèlement moral pur et simple et terrible. Terrible, ouais, tout à fait. Le pire passage, je crois, vraiment pour Rogue, pour moi, hein, c'est vraiment dans Harry Potter 4 quand Hermione se prend un sortilège de la part de Malfoy d'un test augmento et qu'elle a ses dents qui grandissent et qui dit que ça fait aucune différence, qu'il voit pas la différence. Juste, je trouve ça tellement odieux. Moi, pour moi, c'est le pire truc, le pire de Rogue, vraiment. Ouais. Mais apparemment, pour la petite information, il y a un biographe qui considère que l'ancien professeur de chimie de J.K. Rowling, aux classes supérieures, c'était l'employeur de sa mère et que c'était évident que c'est un point de départ du personnage de Rogue et, et que l'intéressé est reconnu sous ses traits, quoi. Oh my God. T'imagines, ça doit être tellement dur après, genre, ah oui, c'est avec vous que j'ai basé le professeur Ombrage, tu sais. Apparemment, on a même le nom du professeur de chimie qui s'appelle John Nettleship. Eh ben, John, si tu nous écoutes, big up for you. Bon, apparemment, elle a pas précisé qu'il s'agissait de lui, mais elle a dit avoir particulièrement détesté l'un de ses professeurs de collège. Donc peut-être dans la transformation, c'est professeur d'université, je sais pas trop, qui était selon elle un véritable tyran, je la cite. Et dans une autre interview en 99, elle a précisé que Rogue est un professeur éminemment sadique, qui est vaguement basé sur l'un des professeurs qu'elle a eu. Et que par contre, Rogue, ça a quand même été un personnage les plus plaisants à écrire. Ouais, bah tu m'étonnes. Hmm. Ok. Moi, j'ai une question pour toi, Lucie. Enfin, j'ai plusieurs questions, mais je vais commencer par une. Est-ce que Lily était au courant que Rogue l'aimait? Oui, je pense que si jamais elle n'était pas au courant, elle savait que il avait eu une affection toute particulière pour elle, dans le sens où il aime personne et qu'avec elle, il a toujours été gentil, à disposition, etc. Ouais, mais tu vois, quand on la voit dans les souvenirs parler avec Rogue, elle parle de ses amis Serpentard, Multibert et compagnie. Donc, du coup, il y a quand même... elle voit elle lui voit des amis. Donc, je suis pas sûre... moi, mon avis, c'est qu'elle a jamais su. Pour elle, ça a toujours été un ami. Elle s'est jamais doutée qu'il y avait plus que de l'amitié de son côté. Mais ça, c'est mon avis. Ah ouais? Ouais, enfin, parce en tout cas, on n'a pas connaissance d'un moment où il ait déclaré sa flamme, par exemple. Non. Parce que jusqu'à l'année 5 ils étaient amis et après, ils se parlent plus. Donc, si jamais il s'était déclaré, c'était avant. Et je le vois pas se déclarer avant. J'ai l'impression qu'il était vraiment sur de la retenue, à s'empêcher des choses. Je sais pas.
Je sais pas, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ça me met un doute, mais pour moi, après, bon, c'est parce que en tant que spectateur, j'ai aussi le recul de l'histoire, etc. Mais je sais pas, pour moi, ça a toujours été évident, en fait, ses sentiments envers Lily. Et donc, du coup, pour moi, ça me paraît évident que Lily est au courant, mais peut-être pas. Bah ouais, moi je sais pas. Après ça me soulève une autre question. Quand j'ai préparé l'épisode, ça m'a soulevé une autre question, c'est est-ce que c'est vraiment de l'amour qu'il a pour Lily? Ou est-ce que c'est pas plutôt de l'obsession? Oui, alors là, pour le coup, je suis d'accord. Parce que, bon, Je pense que si on part comme ça, que quand il était petit, c'était un petit crush et que au final, il a un peu fait une fixette et que c'est pour lui, c'était l'amour de sa vie, mais que au final, je suis d'accord que c'est plus un comportement obsessionnel que amoureux. c'est surtout à partir du moment où il va voir Dumbledore et qu'il dit qu'il est prêt à tout pour qu'il sauve Lily et qu'il a demandé à Voldemort d'épargner Lily, mais pas les autres, que tu te dis, en fait, c'est pas de l'amour parce que il devrait, enfin, tu vois, au bout d'un moment, si jamais t'aimes vraiment quelqu'un, tu vas pas demander à ce que son enfant et son fils soient tués pour la Bah, récupérer de toi, quoi. son enfant et son mari plutôt. Oui, ben, voilà. Enfin, il y a quelque chose de profondément malsain dans cette demande qu'il fait, par exemple. Tout à Et, fait. euh, et finalement, il dit à Dumbledore, non, non, mais cachez-les tous. Mais ça part pas d'un sentiment de j'ai envie de les cacher, mais c'est parce que c'est la seule chose que tu me proposes. Ouais. Et c'est clair que ça donne une espèce de drama. Ça fait vraiment un personnage, pour le coup, un personnage de film, tu vois, c'est le genre de personnage de tragédie romantique, etc. Mais euh, qui est blessé, tu vois, au plus profond de lui. Alors, pareil, moi, c'est mon côté analyse un peu de la personnalité que j'aime bien. Mais je vois un schéma qui se répète. Et comme on dit souvent que dans les relations amoureuses, tu vas chercher justement à rejouer des schémas. Clairement, lui, il a eu cette amie d'enfance, Lily, à laquelle il s'est raccroché parce que c'était la seule chose qui était chouette dans sa vie à cette époque-là. Il avait un père violent qu'il rejetait, qui voulait pas de lui, qui était dans de la, enfin voilà, dans de la négation de qu'il existe et enfin, il dégoûtait son père, quoi. Et puis, en fait, il s'est un peu accroché à Lily. Et au moment justement de la cinquième année, quand il y a cette insulte qui sort et qu'il y a ce pire souvenir de Rogue qui arrive où du coup elle décide de plus lui parler, et ben en fait à son tour, c'est Lily qui rejette Rogue et qui lui dit qu'il la dégoûte et qu'elle veut plus entendre parler de lui. Et pour moi, c'est comme s'il rejouait ce schéma qu'il a vécu avec son père dans l'enfance et du coup qu'il le revit comme ça avec Lily. Et finalement, il est resté accroché à ça sans réussir à dépasser cette blessure. Euh, donc pour moi, c'est comme s'il y avait vraiment cette souffrance qui était liée à son vécu et qu'il n'a pas réussi à dépasser par lui-même. Je me suis posé pas mal de questions en réfléchissant à tout ça, parce que je vois vraiment ce schéma comme ça répétitif, et ça m'a fait me poser des questions aussi par rapport euh, il y a des personnes comme ça, on va élargir à autre que Rogue, il y a des personnes qui font ce choix de finalement un choix de la souffrance, j'ai envie de dire. Euh, Dans le sens où moi je reste convaincue que Lily n'a jamais été au courant de l'amour de Rogue pour elle. Et du coup, c'est comme si pour moi il avait choisi de rester dans l'ombre et choisi de garder sa souffrance, même après sa mort, alors qu'il aurait pu vraiment faire un deuil, etc. Et qu'il l'a pas fait et qu'il est resté figé dans cette souffrance, dans le passé. Dans un souvenir passé aussi de Lily, parce que Lily de son enfance, c'était pas la même que Lily quand elle avait 19 ans. Et du coup, elle s'est forcément transformée, et lui aussi. Et du coup, c'est comme s'il restait vraiment accroché au passé et qu'il n'arrivait pas à laisser ça tomber, quoi. Est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'il a pas changé physiquement et qu'il a jamais pris soin de lui parce que quand avant d'aller à Poudlard, ils étaient tous les deux amis, ils s'entendaient bien et il avait son apparence physique. Et peut-être que le fait de se raccrocher à son apparence physique, il se dit bah comme ça, elle me met bien.
peut-être que... Ouais, je pense il s'est même jamais posé la question de son apparence physique, je pense. Ouais, Je pense qu'il s'en fout. ok. Encore une autre question par rapport à cette thématique, Lucie, pour toi, est-ce que c'est... Bah, du coup, j'ai envie de parler d'obsession plus que d'amour. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que qu'il ait eu cet amour obsessionnel, on va dire, du coup, pour Lily? Bah, je pense que de base, c'est un comportement qui est mauvais, que ce soit pour lui, pour Lily ou pour les personnes autour comme James qui du coup a été impacté et qui est mort. Harry qui a été impacté, qui n'a pas de parents, qui a un ennemi. Neville qui du coup a aussi un ennemi non voulu, c'est un, et même son épouvantard. Et puis de façon plus élargie, c'est... Enfin, là, on parle de Rogue, mais je pense que par rapport à n'importe quel être humain, magique ou moldu, c'est un comportement qui est totalement néfaste et qui, je pense, peut faire place à des comportements plus de pervers narcissiques, etc. Ouais, j'irais pas tomber jusque-là, en tout cas pour Rogue. Non, Euh, pas pour Rogue. non. Mais par contre, ouais, je suis d'accord avec toi. En revanche, à partir du moment où Lily est morte, il Oui, garde cette obsession. ouais. Et donc là, pour le coup, je pense que c'est la partie qui est un peu plus positive, même si elle est traitée de façon pas exceptionnelle. C'est le fait que il a fait sa promesse à Dumbledore, du coup, de protéger le fils de Lily, et que même si c'est très maladroit, parce que bah, pendant les 7 premiers tomes, pendant tout le long, quoi, jusqu'à la toute fin, euh, on pense que qu'il est méchant, qu'il est mauvais, qu'il déteste Harry, etc. En fait, il le protège à de maintes reprises et on comprend à la fin vraiment que pourquoi. Mm. Mm. C'est clair que c'est ça qui permet d'avoir cet atout clé dans le corps de Dumbledore. Après, tu vois, moi, je trouve que Dumbledore, il a vraiment un côté hyper manipulateur. Oui. Parce que clairement, euh, il aurait pu dire à Rogue, bon, bah, va faire une psychothérapie, fais ton deuil et puis passe à autre chose. Mais non, en fait, c'est comme s'il avait gardé, enfin, pour moi, je ressens vraiment un côté manipulateur de, je te demande de garder cette blessure au plus profond de toi et de l'utiliser pour entretenir quelque chose, tu vois, qui va faire en sorte que tu vas rester de mon côté. Je suis pas sûre qu'il y ait des psys chez les sorciers. Oh, un psychomage, non? Bon, je suis pas sûre. Moi, j'aurais fait ça si j'avais été. Mais ouais, non, mais on est d'accord que Dumbledore, c'est un personnage qui est très manipulateur. On pourra venir dans un autre prochain épisode. Mais, euh, mais d'un côté, effectivement, ça amène du positif pour Harry et pour l'histoire. Ouais. Je trouve que ça fait une parfaite transition avec le fait que le côté justement double, triple espion de Severus Rogue. Euh, Tu veux nous parler de quelque chose par rapport à ça? Bah, on sait qu'il est devenu mange-mort, qu'il a donc la marque des ténèbres, qu'il arrive particulièrement bien à cacher avec sa tenue toujours très mystérieuse, très noire, etc. Le chauve-souris des cachots? Exactement. Et que bah, ensuite, une fois qu'il a demandé à Voldemort, qu'il lui a parlé de la prophétie, et qu'il lui a dit juste d'épargner Lily, ce que Voldemort n'a pas fait, il s'est rendu compte qu'il pouvait pas lui faire confiance. Et c'est là où il a remis donc sa confiance en Dumbledore, pardon. Il a dit à Dumbledore qu'il ferait tout euh, pour protéger son enfant et que bah, il allait se dévouer entièrement à lui. Et c'est là où il est devenu agent double. Donc du coup, une fois qu'il était totalement brisé, il a donné sa confiance et sa loyauté entière à Dumbledore, tout en faisant croire que malgré tout, il restait du côté du Seigneur des Ténèbres. Mm. D'ailleurs, c'est drôle parce que on voit que c'est justement, il fait une promesse à Dumbledore de lui dire je vous donnerai tout ce que vous voulez. Et comme si du coup, on ne sait pas finalement quelle est la vraie.
racines de cet engagement de Rogue envers Dumbledore? Est-ce que c'est une promesse de dire je serai toujours de votre côté, ou est-ce que c'est par amour obsessionnel pour Lily, je vais rester du côté de celui qui l'a protégée, même si bah voilà, finalement euh, la confiance a été mise dans les mains de la mauvaise personne, Peter Pettigrew, donc ils sont morts. Ou est-ce que ça serait pas, même moi je me pose la question, mais par culpabilité de c'est de ma faute si Lily est morte, donc j'essaie de me racheter en protégeant son fils, tu vois? Ouais, c'est possible. Il y a quand même, enfin, c'est clairement de sa faute. Et Ouais. à partir du moment où il se rend compte de son erreur de oh, mince, mais Voldemort, il pense que c'est James et Lily, euh, ça le panique. Et finalement, Lily, elle meurt à cause de lui. Donc, est-ce que ça serait pas une culpabilité profonde de il a tué celle qu'il aimait, qui fait que du coup, il essaie de se racheter et ça correspond bien, ce côté culpabilité, âme-en-peine, ça correspond bien avec bah avec ce côté âme tourmentée euh, et finalement de réagir tout le temps d'un espace de blessure parce qu'il se sent coupable de tout finalement. Ouais, carrément. Est-ce que tu penses qu'il a eu des pensées suicidaires au moment où Lily s'est tuée? J'ai des questions existentielles aujourd'hui. Bah, en vrai, je sais pas parce que on voit bien, on sent bien qu'il est profondément impacté et qu'il sera plus jamais le même. Et je pense que c'est aussi à partir de ce moment-là qu'il devient d'autant plus froid, même si c'est rarement possible d'être plus froid que ce qu'il était déjà, mais qui devient encore plus dur, encore plus froid. Et j'ai l'impression, on voit dans ses souvenirs qu'il a le sourire quand il est avec Lily. Euh, et on voit jamais Rogue sourire sinon. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que si Dumbledore lui avait pas parlé de Harry et du fait que Harry risquait d'être menacé, il se serait peut-être tué. Mais pareil, c'est dans ma tête que ça se passe, hein, c'est des théories. Mm. Mais enfin, je m'imagine bien, tu vois, le côté j'ai perdu tout. J'ai perdu mon soleil, j'ai perdu mon espoir, j'ai perdu mon rayon de lumière. Et du coup, la vie n'a plus de sens. Mais finalement, ce qui le maintient en vie, c'est le truc que Dumbledore lui dit, ben, en fait, elle a laissé Harry qui a ses yeux. Et du coup, ben, en gros, est-ce que tu veux protéger est-ce que tu veux bien protéger Harry et rester pour lui, finalement? J'imaginerais bien un truc comme ça, tu vois, qui se passe dans cette âme tourmentée. Ouais, un peu une sorte, pareil, de manipulation de Dumbledore pour prendre soin de Harry, pour que ce soit quelqu'un autre que lui. Ouais. Après, moi, personnellement, je suis pas sûre qu'il se serait suicidé dans le sens où c'est quelqu'un qui, pour moi, est trop fort pour ça. Ah ouais, tu trouves? Moi, je pense que c'est pas de la force. Bon, après, on sait que c'est un excellent oxymance, donc il cache ses émotions. euh, et que du coup, c'est très difficile de le lire. Mais je pense que ce côté occlumencie, justement, ça fait partie de ce masque qui se donne pour pas montrer toutes ses parts blessées. Mais je pense que quand il est tout seul dans ses cachots, il y a des moments où ça doit être une loque, hein, ce mec. Oui, mais en même temps, ça c'est un point sur lequel on n'est pas encore, qu'on n'a pas encore abordé. Mais c'est un homme, c'est un élève qui était extrêmement studieux, très doué notamment en potions, qui, on le sait, il simplifie la préparation de ses potions, créant son propre manuel, Mm. que Harry récupérera dans le 6, en se surnommant Prince de sang mêlé, etc. Mais pour moi, c'était quelqu'un qui est, enfin, c'est un homme qui est tellement doué. euh, et puis on le sait, il est fasciné depuis toujours par la magie noire. Et pour moi, en fait, enfin, il peut trouver d'autres occupations qui font que il reste là, quoi. Ouais. Dans tous les cas, on n'aura jamais vraiment la réponse, je pense. Bien sûr. Sauf si J.K. nous partage un peu Mm. plus des coulisses. J'aimerais trop avoir une histoire sur les maraudeurs. Franchement, ça serait génial. Ouais. Bref. Ouais, l'occlumencie, c'est quand même le truc qui lui permet justement d'avoir ce statut de double, triple espion. Je dis C'est double, ça. triple parce que il est quand même euh, au service de Dumbledore et il fait croire à Voldemort qu'il est
au service de Voldemort, mais en faisant semblant d'être au service de Dumbledore. Donc c'est Alors, particulier. pour ceux qui seraient un peu perdus, l'occlumencie, c'est une branche de la magie dont le but, c'est de protéger son esprit contre l'intrusion d'autrui ou contre les influences extérieures. C'est considéré comme un arc d'organisation de ses pensées. La personne qui fait ça, c'est un occlumens et donc du coup, le but, c'est fermer son esprit de l'extérieur et c'est ce qu'on voit dans Harry Potter 5, que Rogue essaye d'apprendre à Harry, pour que Voldemort ne pénètre pas son esprit et ne lui crée pas des visions vraies ou fausses. Hmm. Sachant qu'on sait également que Rogue est un excellent Legilimens et que la Légilimency, pour le coup, c'est une autre branche de la magie, dont le but, c'est d'extraire de l'esprit de certaines personnes des émotions ou des souvenirs. Et souvent, ça se passe par le contact visuel avec la personne ciblée. Hmm. Mais oui, je suis d'accord que la légilimencie et l'occlumencie, ce sont des formes de magie qui sont incroyables. C'est une très grande force de les avoir, mais si jamais c'est mis dans les mains de la mauvaise personne, c'est extrêmement néfaste, On est euh, d'accord. très dangereux. Et donc, dans les mains de Voldemort et de Rogue, c'est pas forcément exceptionnel. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, c'est bien que tu parles de Rogue et de Voldemort. Euh, Quels sont les points communs entre ces deux personnages? Et le fait qu'ils sont tous les deux attirés et fascinés par la magie noire depuis leur enfance, qu'ils ont tous les deux une mère sorcière et un père moldu, Hmm. un père qu'ils détestent tous les deux, un père... comment? Ils sont tous les deux à Serpentard. Ils sont tous les deux à Serpentard, ouais, c'est vrai. Tous les deux, ils ont voulu être professeurs des défenses contre les forces du mal. C'est vrai. Par rapport à leur père aussi, moi j'ai noté un truc, c'est que les deux, Rogue comme Voldemort, euh, détestent tellement leur père qu'ils décident de changer leur nom et de se forger un nouveau nom. C'est vrai. Donc d'un côté Lord Voldemort et de l'autre côté le prince de sang mêlé, où du coup prince, on sait que ça vient de Prince, le nom de famille de sa mère. Donc il y a vraiment une volonté de renier le nom de son père. Mm. Ouais, parce que on l'a pas dit, mais effectivement, donc bah, le nom de sa mère c'est Eileen Prince et le nom de son père c'est Tobias Rogue, enfin, c'est Tobias Snape. Ouais. Et est-ce que tu vois d'autres points communs encore entre eux? C'était tous les deux des très bons élèves, des élèves très studieux et qui promettaient beaucoup de choses, beaucoup de grandes choses. Et juste, en fait, ils ont tous les deux fait des mauvais choix qui les ont orientés vers la magie noire, vers Ouais. les mange-morts, etc. Mais Rogue s'est repris après. Mm. C'est la différence. Et que la différence aussi, pardon, même si ta question c'était les points communs, la différence c'est que Rogue, justement, il était capable d'aimer. Ce Ouais. que Voldemort n'était pas. Mm. Alors, moi j'aimerais bien justement qu'on fasse le parallèle entre Harry, Rogue et Voldemort, et puis trois autres personnages. Tu vois de qui je parle? Dis-moi. Les trois frères du conte des trois frères. Ah, ouais. Cadmus, Ignotus et Antioche. Donc, est-ce que tu connais ce parallèle qu'on fait entre les trois frères du conte des trois frères, du conte du coup qui parle des reliques de la mort, et entre Harry, Rogue et Voldemort? Non, mais je pense que je peux assez vite le faire. Vas-y. Bah, le frère le plus aîné qui recherche le pouvoir, etc., c'est Voldemort. Ouais. Et qui se fait battre. Enfin, du coup, le frère le plus aîné, il se pavane devant tout le monde, montrant qu'il a la baguette la plus puissante, etc. Et dans la nuit, il y a quelqu'un qui vient le tuer avec sa propre baguette. Mm. Il récupère la baguette. Donc ça, c'est Voldemort qui veut montrer à tout le monde qu'il est le maître de la mort, qu'il est incroyable, que on ne peut pas le tuer, etc. Ouais. Ensuite, on a la pierre de résurrection pour le deuxième frère qui veut ressusciter sa fiancée, etc. Donc on peut faire le lien avec Rogue Ouais. qui voudrait
que Lily ne soit jamais morte Mm. et qui finalement, comme on le disait, reste dans le passé euh, et vit toujours pour elle. Mm. Et enfin, Harry, avec la cape d'invisibilité, le dernier frère, qui, lui, vit sa vie euh, et il accepte la mort à bras ouverts à partir du moment où il a vécu ce qu'il avait à vivre et qu'il a transmis ce qu'il avait à transmettre. Ouais. Et quand on fait ce parallèle, on peut même dire que Dumbledore, est-ce que ça serait pas la mort finalement? Parce que au final, regarde, alors, Voldemort va récupérer la baguette de Suro auprès de Dumbledore, dans la tombe de Dumbledore. Donc c'est comme si c'est pas Dumbledore qui donne à Voldemort, mais d'une certaine manière, il y a quand même un truc, un jeu avec cette relique-là. Après, Rogue, il récupère jamais la pierre de résurrection, mais par contre, Dumbledore va jouer de cet amour pour le manipuler, comme on l'a déjà dit. Et ensuite, c'est Dumbledore qui va donner la cape d'invisibilité à Harry, donc la troisième relique. Alors oui, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, ça ne peut pas être Dumbledore la mort, vu qu'il a un passif avec tout ça, et notamment avec Grindelwald, et que à l'époque, quand il était jeune, il cherchait également les reliques, il cherchait la baguette de Suro, et, euh, et après, la cape d'invisibilité, il la donne à Harry par l'intermédiaire de son père qui lui avait confié. Mais pour moi, enfin, c'est pas, ça peut pas être la mort parce que c'est pas le créateur de tout ça, alors que la mort, c'est elle qui prend la baguette de sureau d'un arbre, c'est elle qui prend la pierre de la rivière, mais c'est elle surtout qui découpe la cape de sa propre cape. Ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas un truc absolu. Par contre, je trouve que le parallèle est quand même assez dingue de se rendre compte que finalement, tu vois, on parle souvent du duo Harry-Voldemort, mais finalement, est-ce que ça serait pas plutôt un trio entre Rogue, Harry et Voldemort? Et encore une fois, c'est un personnage qui a un rôle tellement clé, mais en background, parce que c'est un double triple espion, parce que il est de côté, mais c'est lui qui a vraiment le rôle clé au final. Et je trouve que c'est intéressant de le voir comme un trio et de voir, bah, comme la mort manipulait les trois frères et voulait pouvoir en faire ce qu'elle voulait. Finalement, Dumbledore fait un peu la même chose avec Voldemort, Harry et Rogue finalement. C'est intéressant. Et j'irais même plus loin, c'est que dans ce rapport entre ce trio, Harry, Voldemort, Rogue, il y a quelque chose en lien avec l'amour, puisque ils ont tous un lien particulier avec l'amour, puisque Voldemort est dans la négation de l'amour, ça n'existe pas pour lui, il a été conçu sans amour, voilà, donc c'est juste un refus de l'amour. Euh, Harry, au contraire, lui, vit grâce à l'amour de sa mère. C'est parce que sa mère s'est sacrifiée pour lui que, du coup, il vit. Et Rogue, il est resté figé dans le passé, dans un amour perdu. Et il y a quand même une relation à l'amour qui est très particulière pour ces trois personnages, je trouve, Ouais, c'est qui est, vrai. euh, qui les réunit encore plus finalement. C'est vrai. Tous les trois ont une relation particulière à l'amour. Et je me suis fait une réflexion aussi après coup, là, en préparant l'épisode, c'est que il y a un personnage quand même qui possède trois des quatre noms des personnages qu'on vient d'évoquer. Ah, le fils de Harry. Albus, Severus, Potter. Il y a juste le nom de Tom Jedusor qu'il a pas, hein, mais sinon, il a quand même, c'est chargé Ouais, c'est vrai. en termes d'héritage. Parce que c'est pour C'est ça ça. qu'il finit à Serpentard pour avoir un peu des caractéristiques de Voldemort quand même, tu vois. Ouais, c'est possible. Il aurait peut-être même pu finir plus mal que ça, quoi, tu vois. Bon, on sait après, canon ou pas pour chacun, mais qu'il fait quand même pas mal de bêtises dans l'Enfant maudit. Ouais. Pour parler un petit peu de la personnalité de Rogue, parce qu'on en a un petit peu parlé à droite à gauche, mais on sait donc que c'est un personnage qui aime la solitude, qui est très souvent tout seul, de par son histoire et de par son comportement également. Il est détesté par une grande majorité des élèves et il recherche pas forcément le soutien de ceux-là. Euh, il est adulé par contre par Drago et son trio, en tout cas au début.
dans les premiers Harry Potter. Après, vers la fin, ils ont une relation un peu plus complexe à partir du 6e tome, notamment quand Rogue prend la défense de Drago et qu'il doit le protéger. Sa manière d'enseigner, donc c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est pas forcément la meilleure. Elle est basée sur l'intimidation. Par contre, c'est un sorcier, comme on le disait, qui est très intelligent, très clairvoyant, qui attend de ses élèves, qui travaillent en silence, certes, mais de façon très consciencieuse. Comme il est très bon dans ce qu'il fait, il attend à ce que les autres soient très bons aussi. On sait également, quand ils passent en 6e année, les protagonistes, que Rogue n'accepte aucun élève qui n'a pas reçu optimal. Or, par exemple, Harry, pour être Aurore, bah, finalement, comme c'est Slughorn qui reprend et qu'il accepte des exigences un peu plus basses, bah, ça va. Effectivement, Rogue, c'est quelqu'un qui est très, très exigeant. Comme on l'a dit, qui est fasciné dès l'adolescence par la magie noire. Rogue, c'est un spécialiste des potions également. C'est une discipline qui est très complexe, parce qu'on peut faire de très belles choses avec les potions, mais on peut faire des choses aussi très dangereuses. Comme on l'a dit, il a noté son propre manuel scolaire. Après, Euh, pour moi, pardon, je te coupe, mais pour moi, c'est un peu le cas avec toutes les disciplines au final. Si on regarde la métamorphose, les sortilèges, la botanique, tu peux faire des choses très dangereuses avec un peu tout finalement. Oh, créature magique, avec les scroutes à pétard. oui, mais en fait, il y a différents degrés de dangerosité. Et ce que je vois, c'est par exemple toutes les potions qui vont être des potions pour tuer, euh, des potions genre le filtre du mort-vivant, euh, plein de choses comme ça qui, en fait, tu le vois pas, mais c'est ultra puissant, le Veritaserum. C'est Ouais. c'est pas dangereux parce que finalement, ça sert à faire le bien. La particularité de cette matière aussi, c'est que ça demande des grandes compétences pour fabriquer, mais une fois que c'est fait, ben, la potion, elle est accessible un peu à tout le monde, quoi. Enfin, je peux prendre la potion et l'utiliser, alors que, par exemple, si jamais je sais pas créer un sortilège de délusion, je pourrais pas devenir invisible. Oui. C'est ce que je veux dire? Il y a besoin de faire par soi-même pour les sortilèges, alors que la potion, bon, tu peux l'acheter, quoi. Mm. Donc il devient prof de potion, on le sait. Il est très très fort, donc comme on disait, en magie noire. Et notamment, il va créer le maléfice Sectum Sempra, dont le but est de creuser des entrailles profondes sur le corps de quelqu'un, de préférence qu'on n'aime pas. C'est lui-même également qui va mettre au point le contre-sortilège qui permet de soigner ses blessures. On l'a dit, c'est un très bon occlument, c'est un très bon légilimens, c'est très puissant. Est-ce que tu veux nous parler de sa première apparition? Du premier cours, du coup. Oui. Je pense, enfin, pardon. Je pense que c'est une de mes scènes préférées de Harry Potter 1. Film ou livre, ou les deux? Ah non, alors sa première apparition, du coup, c'est dans la grande salle où Harry le voit et il pense que c'est à cause de Rogue qu'il a mal à sa cicatrice, mais en fait, c'est parce qu'il y a Quirrell à côté. Mais Oui, la, pardon. la Effectivement, première. sa première vraie apparition avec du dialogue. Ouais, mais par contre, effectivement, le premier cours de potion, pour moi, c'est un moment que j'adore autant dans le film que dans le livre. Je trouve que c'est décrit avec une telle subtilité dans les mots qui sont utilisés, dans le livre, j'adore le sarcasme et la répartie de Harry, qui sont pas du tout réutilisés dans les films. Euh, j'adore la manière d'Alan Rickman de gérer cette scène. Tout est juste parfait je trouve, dans cette partie-là. Je suis d'accord, j'adore aussi cette scène et dans les films, je la trouve super chouette et très bien filmée, très bien mise en scène, très bien jouée. Enfin, ça décrit extrêmement bien le personnage et l'exigence qu'il attend, la façon dont il est, qu'il est extrêmement intransigeant, que il va rien laisser passer et la haine pour Harry qu'il éprouve déjà parce qu'il le prend en grippe alors qu'il est en train de prendre des notes
sur ce que dit son professeur, sur le fait qu'il aime pas les Gryffondors, que, Hermione, il interroge absolument pas alors qu'elle a les réponses et la répartie que Harry a, dans le livre est excellente, qui n'apparaît par contre pas dans le film malheureusement. Ouais, Mais effectivement, on voit le stéréotype du professeur injuste qui punit, cruellement, son élève et donc on voit son amertume, sa cruauté, son ton sarcastique, froid, son murmure, ouais, terrible. voilà un peu, ce qu'on peut dire du professeur, Rogue. Est-ce que, quel mot tu choisirais toi, Alice, si tu devais le caractériser en quelques mots? De Rogue? Ouais, Euh, Austère, froid, amertume et courage. C'est rigolo, c'est pas une caractéristique des Serpentards, hein. ouais, Et tu vois, pourtant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fulgurant, enfin, fulgurant, non, c'est pas le bon mot, frappant pour Rogue, je trouve, euh, il refuse complètement de se faire traiter de lâche. J'ai en tête la fin de Harry Potter 6, tu sais, quand Harry l'appelle lâche et qu'il lui dit ne me traitez pas de lâche, Potter, etc. Et, et clairement, je trouve que, alors, moi, je trouve que c'est du courage qu'il a. Parce que, ne serait-ce que par exemple sur toute l'intrigue de Harry Potter 6, de savoir euh, qu'il va devoir tuer Dumbledore et d'oser le regarder en face et le tuer, alors que du coup, c'est pas son souhait, c'est chaud quand même. Et il a le courage de garder ce masque, le courage de maintenir ce rôle. Bon, on l'a dit par cette conviction et puis cet amour, du coup, ou bien cette culpabilité, qui sait, qui lui permet d'aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, il y a vraiment quand même, je trouve, enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il y a une forme de courage chez lui. Aussi dans son rôle de double espion, parce que clairement, euh, ouais, mentir à Voldemort, c'est quand même pas de la tarte, on va pas se mentir. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de courage. On le voit aussi à la fin de Harry Potter 4, quand, quand Dumbledore lui demande est-ce que vous êtes prêt, Séverus et tout, et que tu vois que ouais, là il se prépare parce qu'il sait qu'il va retrouver, il va devoir retourner auprès de Voldemort et que ça va être chaud, quoi. Et je trouve mmh, que ce côté double espion, il y a énormément de courage de d'oser maintenir ça jusqu'au bout, quoi. ouais. Donc, est-ce que c'est un vrai Serpentard? Moi, pour les mots pour le caractériser, j'aurais quand même, rajouté, ambigu, Ouais. aigri, brillant, indéchiffrable, Mystérieux, ouais. Alors, c'est déchiffrable. ouais, antipathie et mais loyal. Ouais, Il y a une forme de loyauté. ouais, c'est vrai. Hmm. Moi, j'ai une question pour toi, Lucie. Mmh. À ton avis, qu'est-ce que Harry a ressenti quand il est sorti de la pancine à la fin de Harry Potter 7 après avoir vu les souvenirs de Rogue? Bah, pour le coup, je pense qu'il a été totalement déboussolé et que, il a remis un peu, toute sa propre vie en question, depuis qu'il connaît Rogue et qu'il a essayé de voir tout autrement. Les moments où il l'a sauvé, hem, bah, la biche, enfin, tous les moments où il le rabaissait et cetera et essayer d'en voir, d'en tirer un peu plus de positif. Ouais, après, c'est vrai, en te posant la question, je me suis dit, c'est peut-être pas juste en sortant de la pancine, parce que je pense que juste en sortant de la pancine, le premier truc auquel il a pensé, c'était Oh my God, je vais mourir, plus que Oh non, en fait, Rogue, c'était un gentil. Mais Oui, nous, c'est un peu en mode, what the fuck, il y a trop de retournements de situation là, enfin, comment c'est possible? Toute ma vie, j'ai cru qu'il me détestait, enfin toute ma scolarité et au final, il a fait ça pour me protéger.
Oui, et puis pour le coup, tu vois, ça rajoute de la complexité dans le sens où effectivement, il déteste Harry, mais il le protège quand même. Et je trouve que c'est beau de montrer que ces deux sentiments, alors, encore une fois, est-ce de l'amour, mais d'amour et de haine coexistent en même temps chez lui, euh, chez Rogue. Mais ouais, du coup, c'est vrai que ça pose la question de est-ce que après avoir su la vérité pour Rogue, est-ce qu'il ressent plus de la compassion, de l'amour, du pardon? C'est pas évident à savoir, tu vois, de qu'est-ce qu'il a pu Mm. ressentir pour Rogue. Parce qu'au final, on sait pas, il y a une ellipse temporelle, et 19 ans plus tard, on se rend compte qu'il a nommé son fils d'après lui. Pourquoi? Mm. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi, tu vois, parce que je comprends pas. C'est clair. Donc pour moi, tout se joue dans ce qu'il a ressenti après être sorti de la pancine. Mais voilà, je sais pas, j'ai pas pu lui demander encore, en vrai. Ah, mince. Non, mais je pense qu'effectivement, il a dû comprendre le courage dont il avait fait preuve et la force qu'il faut, la force d'esprit pour être double espion auprès des deux plus grands mages qui existent. Ouais. On n'a pas dit, Alice, est-ce que tu connais la date de naissance de Rogue? Euh, Non, je connais pas la date de naissance de Rogue. C'est le 9 janvier 1960. Je me disais qu'il devait être Capricorne, mais, euh, Mm. mais ouais, je savais pas. Ok, bah non, je savais pas. Merci. Voilà, juste pour information. Encore un point commun avec Voldemort, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, décidément, les Capricornes. Hey, ne critique pas les Capricornes, s'il te plaît. Non, mais après aussi, pour information, donc Rogue, j'en ai fait son étymologie en début du podcast. Mais c'est aussi le nom de plusieurs emplacements géographiques qui existent, notamment celui d'un village au nord du Yorkshire, près du mur d'Adrien, où il s'appelle aussi le mur de Sévère, et qui abrite le château de Snape. Ah, c'est rigolo ça. Et ce village dont je vous parle, il est réputé aussi pour le tissage de sa laine, et ça aurait influencé l'autrice pour choisir le nom du personnage, mais aussi le fait que la maison de Rogue, elle est située à l'impasse du Tisseur, et près d'une rivière et d'une usine désaffectée. Et donc du coup, c'est en lien avec l'activité qui y était. Ouais. On sait aussi que dans le 6, pour sa maison, qu'on voit en début du film, la production, elle voulait exposer son passé et sa psychologie, que J.K. Rowling voulait qu'il y ait plein de livres dans sa maison, et que la chef décoratrice, Stéphanie Macmillan, elle a garni chaque recoin d'étagères, de bibliothèques, de livres, tout ça de tons foncés et discrets, donc bleu foncé, noir, brun. Et jusque dans le porte-manteau, on sait aussi que la production, elle voulait que... Parce qu'on sait que Rogue a hérité de la maison de ses parents. Mm. La production, elle avait mis des tableaux en mode, bah, avant, c'est comme ça qu'ils habitaient, etc. Et quand Alan Rickman est rentré sur le plateau, il a dit, je crois qu'il faut enlever tous les tableaux parce que ça correspond pas à Rogue. Ah, Et donc, du coup, c'est assez marrant parce qu'il est très, très juste dans son personnage. Alors qu'au début, c'était donc J.K. Rowling qui voulait Alan Rickman pour le Rogue de Severus Rogue. Mais lui, par contre, il n'était pas convaincu. Il a dit dans une interview en 2009, je ne peux pas le jouer si je ne le connais pas. Et c'est là où J.K. Rowling l'a convaincu en lui donnant un secret que personne ne connaissait à l'époque. ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle lui avait dit vachement tôt au final, mais je pensais que c'était plus tôt que 2009 pour le coup. Aussi, ça m'a étonné au niveau de la date. Il me semblait que c'était vraiment sur les premiers films. Donc ça aurait été plus pour moi dans les années 2000, 2001, quelque chose comme ça. Mais bon, soit. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, bah, c'était un épisode bien, bien chargé finalement, hein. Bien dense, bien riche. Bien riche, ouais. Trop bien. Merci Lucie. Merci à toi. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous aimez Rogue? Est-ce que vous le détestez? On attend votre avis. Ouais. Vos Est-ce que retours. notre épisode vous a fait
aimer un peu plus Rogue ou le détester un peu plus? Est-ce que ça vous a fait changer d'avis? Ouais, on attend vos retours sur ce que vous pensez du personnage et de ses activités. Merci Alice pour tes recherches sur cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Encore un épisode très dense et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut, à bientôt! Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.